Pour ouvrir cette réunion, je voulais vous souhaiter, au nom bien sûr de l'ensemble du conseil municipal, à mon nom bien sûr personnel, mais aussi au nom de tous les collaborateurs de la station, qu'ils travaillent à la SATA, à l'Office du tourisme, à la mairie, avec les sociopros, avec l'ensemble des configurations, les moniteurs qui nous ont offert un show associé avec les pisteurs avant-hier qui était fantastique. Toutes ces personnes qui, tout au long de l'année, œuvrent pour qu'on puisse avoir une station qui soit la plus qualitative possible. On sait qu'on a franchi un cap, on sait aussi qu'on a des problèmes encore à résoudre, on va les évoquer ce soir. Mais en tout cas, de la part de toutes ces personnes-là, je voudrais vous souhaiter une très très belle année avec bien sûr pour vous tous la santé, la réussite pour vos projets, la santé pour vos familles. Et puis, un souhait, bien sûr, que l'on forme quand on est maire d'Huez, eh bien, c'est que vous ayez le temps de venir skier le plus possible dans la station et que vous veniez découvrir le domaine skiable et toutes les nouveautés tout au long de l'hiver. Merci donc à tous. Cette réunion est enregistrée avec Guillaume et les collaborateurs de Alpe d'Huez Télé et donc sera remis sur le net après. Vous pouvez, pour ceux qui n'auraient pas pu participer, bien consulter un peu plus tard. Voilà, cette réunion, c'est le vœu du maire, mais ce n'est pas seulement le vœu du maire, c'est le vœu de la station. Et donc, je partage cette soirée avec deux personnes. Fabrice Boutet, directeur général de la SATA, qui va prendre le micro. Ensuite, viendra vous parler aussi Sébastien Mérignard, qui est le nouveau directeur de l'Office du tourisme, que pour certains, vous avez découvert déjà lors de la soirée de l'Apache et que pour les autres, vous aurez le plaisir de découvrir aujourd'hui. Et puis, je reprendrai la main après pour tout ce qui est mairie. Merci en tout cas de votre présence et je laisse la parole à Fabrice. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter tous mes vœux au nom de toutes mes équipes de SATA Group Alpe d'Huez, mais du groupe en général. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce moment parce que c'est pas toujours le courant que toutes les entités de la station, ou tout au moins des villes, puissent s'exprimer. Et dans cette expression, ce que j'aimerais vous dire, c'est que SATA, l'avantage et la force d'un groupe comme SATA Group, c'est que c'est une entreprise de territoire. Et nous, on pense territoire. Donc, il y a les deux Alpes là-bas et je salue Stéphane. Mais effectivement, c'est véritablement le développement de notre territoire qui nous intéresse. Et vous allez voir un peu comment les choses vont essayer de se construire pour les années qui viennent. On ne réfléchit pas juste aujourd'hui, on réfléchit à aujourd'hui pour demain. Alors, je vais essayer de vous faire partager tout ça. Donc, sur les actualités, alors normalement ça marche, mais ça c'est à chaque fois, je dois être le chat noir. Hein ? Tu vas rester là. Alors, je vous présente Anthony, qui est directeur commercial et marketing du groupe. Tout le principe, c'est de travailler sur un projet qu'on a appelé Projet Altitude 3300. Avant de vous le présenter, il y a deux choses à retenir. Deux choses à retenir que la mairie a souhaité mettre en place et que nous, on va essayer de traduire. C'est le lien entre toutes nos destinations et l'accès le plus rapide possible à l'altitude. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a de la neige à 1850, voire peut-être en dessous, qu'on a des réseaux de neige et autres qui nous permettent d'avoir une station qui est quand même enneigée, même quand il en manque un peu ou même quand on a eu du vent, à Cessus du Bas. Alors c'est peut-être moi qui déconne complètement. Donc le principe, c'est de s'assurer que dans les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, et c'est tout l'investissement qu'on fait, on soit sûr de pouvoir toujours pratiquer le ski, mais aussi avoir tout un lien avec l'ensemble de nos destinations de montagne, que sont Oris, que sont Villars, Auze, Vaujany, Huez évidemment, et puis les autres communes qui nous accompagnent comme le Fresnay et la Garde. Alors tout ce projet, eh bien voilà comment il fonctionne. Voilà ce qui va se passer en l'espace de presque 3 ans. Première chose, vous avez vu, le télécabine du Pic Blanc, sa gare a été refaite. Alors maintenant, il s'appelle le télécabine du Pic Blanc parce qu'on trouvait que double monocable, ça ne faisait pas tellement très émotion et très vacances. Donc maintenant, il s'appelle le télécabine du Pic Blanc. Ce télécabine du Pic Blanc a été modifié aussi sur l'ensemble de ces cabines pour donner des cabines beaucoup plus spacieuses et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un débit qui a augmenté de 23% sans modifier nos vitesses. Donc on a réussi à augmenter notre débit de 23%, ce qui est important pour l'embarquement de nos clients en pied de station. La gare G2 et G3, donc l'intermédiaire du Pic Blanc, sera refaite
dès l'année prochaine, en décembre 25. Et pourquoi décembre 25 ? Parce que dans un même temps, sera livré le nouveau télécabine de Poutran, avec une gare qui va venir se connecter directement avec la gare G2, G3 du télécabine du Pic Blanc. Premier lien. On fait véritablement un lien, on part de Eauze station et on peut venir à Huez en ayant juste l'utilité, juste à utiliser les télécabines. Alors, je vous parlais du ski, mais ça veut dire que prévoir l'avenir, c'est aussi prévoir les piétons, c'est aussi prévoir le VTT, et c'est aussi prévoir qu'il peut y avoir d'autres activités dans 20 ans, dans 30 ans en montagne, que je ne connais pas encore, et qu'on aura au moins l'occasion de pouvoir accompagner avec l'ensemble de nos transports. Donc l'année prochaine, décembre 25, la gare G2, G3 et le télécabine de Poutran. Toujours en 25, l'idée, c'est de pouvoir extraire le plus rapidement possible des bergers et d'attaquer par un côté, il faut bien le faire, pour pouvoir extraire nos clients le plus vite possible du front de neige. Et donc, vous voyez le Riffnel, là, qui aujourd'hui est un télémix. Ce télémix va être transformé en télécabine. On va garder la gare d'arrivée qui va devenir une gare intermédiaire. Et cette gare intermédiaire sera prolongée jusqu'à 2100, donc en connexion en connexion proche du télécabine du Pic Blanc, de Poutran, mais surtout de ramener des clients directement sur 2100 qui pourront redescendre sur Eauze ou reprendre le télécabine pour monter à 2007, voire au Pic Blanc. Mais donc, une connexion qui fera directement Berger 2100. Cette connexion sera complétée en 2026, si ça veut sourire, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur toute la notion de réglementation et de tout ce qui est implantation sur les différents territoires, avec un télécabine qui s'appelle le Lièvre Blanc. Donc on va faire tomber le télésiège du Lièvre Blanc et en décembre 26, si ça veut sourire, on livrera le télécabine du Lièvre Blanc qui viendra se connecter à la gare de Marmotte 2 arrivée, ce qui permettra un accès directement à 3060. Donc le lien, on continue de le faire entre les bergers, Eauze, Huez, mais en même temps entre nos différents remontées mécaniques qui nous permettent d'atteindre l'altitude. Donc décembre 2026. Quand on aura terminé ce Lièvre Blanc, dans le même temps, Villars-Recula va être connecté directement à la gare du Signal. C'est-à-dire qu'en décembre 26, on va livrer le télécabine de Villars-Recula qui partira du village de Villars au-dessus de la route. C'est une gare qui sera, j'allais dire, au-dessus de la route et qui nous permettra d'arriver directement dans la gare du Signal. C'est pour ça qu'on vous a mis le Signal en un peu plus clair. Au lieu d'avoir cette montée et cette différence d'accès, là, on sera directement, une fois de plus, un piéton, des personnes handicapées, des grands-parents comme moi qui accompagnent leurs petits-enfants et autres, on pourra tranquillement se promener sur l'ensemble de nos remontées mécaniques. Et là, on vient connecter, une fois de plus, Villars à Huez ou Huez à Villars. Donc, c'est vraiment la possibilité de se donner les moyens de choisir sa destination, mais de profiter de l'ensemble du domaine et de l'ensemble des autres destinations du domaine. Donc ça sera aussi en décembre 2026. Ensuite, toujours en décembre 2026, on fera la gare 2007, celle de 2007, du Pic Blanc. Donc là, ça y est, elle sera faite. Alors, elles sont toutes faites sous à peu près le même modèle que vous avez vu sur la télécabine G1 du Pic Blanc. Elles sont toutes faites avec les notions de bois, de pierre, et puis ce chemin de ski qui nous permet de dire, voilà, on est quand même une destination de ski. Ensuite, cette gare de 2007 va être refaite complètement aussi pour l'accès PMR. Donc, on a déjà mis une petite rampe pour commencer à travailler, à faire tout ce travail, mais tout va être réalisé de telle façon à ce que tout le monde, une fois de plus, puisse profiter du Pic Blanc. Donc là, en 2026, la troisième gare sera finie. La quatrième gare, sera finie. Mais dans un premier temps, on s'est dit qu'on avait quand même encore des choses, on avait un peu de temps. On s'est dit qu'en décembre 25, on va livrer les nouvelles cabines du téléphérique du Pic Blanc. Donc les nouvelles cabines ont été commandées. On va changer les 2 nouvelles cabines du téléphérique. On reste sur la notion de panoramique pour que quand on monte, on profite aussi de l'expérience montagne parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. Donc l'idée, ce seront des cabines panoramiques qui nous permettront de voir. Et si ça veut sourire aussi, l'été, il y aura même la possibilité de montrer sur une passerelle qu'on mettra au-dessus de la télécabine. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être étudié avec Poma. Donc, c'est se donner les moyens de se faire aussi un petit peu d'aventure en montant sur ce téléphérique du Pic Blanc. Voilà un petit peu l'Alpe d'Huez de demain, puisque c'est 25, c'est 26, c'est 27.
Alors, voilà un petit peu comment ça va se passer. Ça, c'est la gare G2, G3. Vous avez l'existant côté gauche, le nouveau projet côté droit. Pareil, les sorties. Et donc, ce qui va être intéressant dans la gare de Poutran, c'est de vous dire que quand les gens arriveront, ils n'auront plus à sortir et à faire tout le tour, comme on le fait, de remonter par les cailloux, la glace ou la neige ou la boue. Donc, ça sera directement un tunnel qui passe. Quand vous sortez de la gare de Poutran, on passe directement avec un tunnel pour rejoindre soit le télécabine du Pic Blanc, soit aller chercher le Lièvre Blanc demain, soit reprendre les pistes pour aller sur Auze, sur les Bergers ou sur 1800. Donc il y a une connexion qui sera directe. Et bien voilà, vous l'avez ici. Mais je vais juste revenir un petit peu avant. Et donc, comme vous voyez, vous avez trois éléments. Vous avez un élément qui vous permet de sortir du télécabine du Pic Blanc, le central qui vous permettra de reprendre le télécabine de Poutran pour redescendre sur Poutran, et l'autre à l'extrême droite, c'est pour reprendre le télécabine qui vous permettra d'aller directement sur le téléphérique du Pic Blanc. Vous avez donc ici exactement les gares G2, G3, comment elles vont être faites. Donc tout le travail qui a été fait, et avec les différentes liaisons, comme je vous l'ai dit, en liaison directe entre les différentes gares. Nous allons reprendre aussi la partie take-away du champ de bise pour essayer d'avoir quelque chose de très design et qui colle véritablement à la gare. Voilà les cabines du téléphérique du Pic Blanc. Elles ont été commandées. Une cabine, c'est 8 mois de construction. Donc, comme vous voyez, il a fallu qu'on les commande rapidement. Voilà un petit peu le design qui va être fait et le travail qui va être réalisé au travers de cet embellissement de notre télécabine. Alors, on a mis en place, comme il y a eu beaucoup de questions, on a mis en place quelque chose qu'on a appelé Direct au Pic. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Il s'est passé qu'on a eu des files d'attente qui ont tenu 1h45, voire presque 2 heures pour certaines. Et beaucoup de gens mécontents, même certains, beaucoup d'entre vous nous ont dit en fait, on n'est pas monté au Pic Blanc cette année parce que c'était une catastrophe. Bon, on a essayé de chercher un certain nombre de choses. On tourne un peu en Europe et on tourne un peu en France. Chamonix, les Arcs, depuis des années, ont mis en place des réservations qui permettent de donner des horaires et qui permettent d'atteindre l'altitude à un horaire fixe. Mais surtout à ne pas attendre ni avant ni après et de profiter véritablement du ski. Alors, on a mis en place ce niveau de réservation que vous retrouvez sur vos applications de l'Alpe d'Huez. C'est un bouton, je sais, il faut rentrer le numéro de forfait. Techniquement, on n'a pas trouvé mieux dans le sens où on dépend d'une société qui s'appelle Skidata, un trou, Skidata, qui est notre organisme de comptage et d'accès à toutes nos bornes. Donc, on a essayé de travailler avec eux au mieux pour se donner les moyens d'être le plus facilitant possible. La seule chose qu'on a trouvé de très facilitant, c'est que si vous rentrez une fois votre numéro de forfait, il n'y a plus besoin de le re-rentrer. Donc, c'est au moins, on se le rentre une fois. Il y a 14 chiffres, je le sais. On a rentré les 14 chiffres et après, c'est fini. On peut réserver autant de fois qu'on veut. Alors, autant de fois qu'on veut, pas dans la même journée. On n'a mis que 2 réservations dans la journée parce qu'on s'est dit, on ne souhaite pas que quelqu'un réserve 7 fois de suite en se disant, là-dedans, je vais bien arriver à l'heure à un créneau. Sinon, on va bloquer l'ensemble de nos clients. Donc, l'idée, c'était d'en mettre 2 fois de suite et d'avoir différents types d'accès. Les accès sont, j'ai réservé, j'arrive à l'heure et je monte. Ou je n'ai pas réservé et j'ai une file d'attente comme je l'avais avant, mais elle est moins longue parce que mathématiquement, j'en fais monter en réservation. Et pour les professionnels, on a mis une file qui nous permet de dire qu'il y a 10 professionnels, enfin un moniteur de ski ou un guide, ou 2 guides ou 2 moniteurs, ont le droit à 10 places par cabine. En gros, réservation, c'est 40 places. Donc les gens montent à 40 places. Il y a 10 personnes qui montent non réservées et 10 personnes professionnelles non réservées qui peuvent monter. Depuis le début, on compte tous les jours. On a augmenté de 27% l'accès au pic. C'est-à-dire que là, on monte une moyenne de 3200 personnes au pic. L'année dernière, 3200, c'est arrivé une fois. Là, c'est la moyenne qui nous permet de monter les gens au pic. Ça veut dire que nous-mêmes, ça nous donne un rythme, puisque c'est toutes les 7 minutes. Donc, le temps d'attente qui pouvait, où notre cabinier ressortait, allait revenir, là, il ne peut plus. C'est pas qu'on leur met la pression, un petit peu quand même, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on ne perd plus de temps entre 2 cabines. C'est 7 minutes. Et toutes les 3 ou 4 cabines en fonction de l'affluence, on met une cabine vide pour évacuer la file d'attente qui n'a pas réservé. Ou si on a un accident technique évidemment, eh bien,
on prend du retard, eh bien, nous mettons des bennes vides qui permettent d'évacuer et de récupérer le retard. Voilà le travail qu'on a fait. On fait tout le test sur cette semaine et sur la semaine dernière. Aujourd'hui, on va faire le bilan. Là, on attend la fin du week-end. On va faire le bilan de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé. S'il faut adapter les choses, on les adaptera. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que de donner la possibilité à quelqu'un qui vient à 10 heures de pouvoir skier entre 8h30 et 10 heures et d'arriver, de se pointer juste à l'heure et de monter. Donc ça donne véritablement une liberté qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, pour monter à 8 heures, il fallait être à 8h30 et attendre 10 heures. Donc voilà un petit peu le sujet qu'on a mis en place et comment on a essayé d'organiser les choses. Alors, quelques petites choses, hein. C'est de vous dire que j'ai été trop vite, c'est de vous dire que l'outil de réservation est 100% digital. Deuxième chose, il est 100% gratuit, j'ai entendu tout. Mais non, vous inquiétez pas, il est gratuit. Vous avez une limitation de 2 créneaux par personne et vous pouvez réserver 24 heures à l'avance. C'est-à-dire que ce soir, vous pouvez réserver pour demain et on vous donne un horaire et vous avez tout de suite un mail de confirmation qui vient pour vous dire c'est tel horaire. Venez à cette heure-là et nous allons vous embarquer. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a mis en place et vous pouvez être jusqu'à 20 minutes avant le prochain horaire. Donc il y a une sorte de liberté qu'on met en place et qui, j'espère, va pouvoir donner beaucoup plus de satisfaction que de laisser une file d'attente qui peut durer jusqu'à 1h45, 2h. Voilà exactement comment sont positionnées les files d'attente. Nous avons des équipes que nous avons mis à l'entrée de la réservation pour s'assurer et appeler les horaires. On a une borne qui compte exactement le nombre de personnes et qui met une validation parce que c'est le bon horaire. On a des personnes au contrôle qui nous permettent de faire avancer les gens. S'il n'y a que 20 personnes qui ont réservé, on fait monter plus de personnes. Il y a toujours 60 personnes dans la cabine, ce qu'on était incapable de garantir avant. Alors, par rapport à ça, là, je vous ai parlé de nos activités. Ce qu'il faut retenir, c'est le lien, je vous l'ai dit, entre nos différentes destinations, l'altitude, mais aussi notre capacité à pouvoir jouer avec différents jouets. Le ski, le vélo ou les baskets, ou les chaussures de montagne. Ça, c'est intéressant parce que Jean-Yves vous en parlera et on en a beaucoup parlé avec Sébastien. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de voir l'avenir. Et c'est de pouvoir atteindre l'altitude dans toutes ces saisons et le plus de saisons possible. Donc tout ce que l'on met en place sont à base de cabines, effectivement, pour pouvoir embarquer un maximum de personnes qui peuvent avoir le droit, en fonction de ce qu'ils sont, à découvrir l'altitude. Tout ça, ça se fait au travers de ce qu'on a appelé la démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est du RSE. Tout le groupe est engagé dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est être exemplaire sur l'ensemble de nos domaines parce qu'on a des lameuses, parce qu'on utilise de l'électricité, parce qu'on utilise du matériau, parce qu'on construit des choses. Et tout ça doit se faire dans le respect citoyen de la planète et de notre environnement. Donc, sachez qu'on a engagé le groupe sur ces 3 sujets-là. Il faut de l'économique pour être capable demain de pouvoir continuer d'investir, de pouvoir faire de l'environnement. Sans argent, on ne fait pas d'environnement. Ça, c'est de l'utopie. Je peux vous dire que je sais ce que ça nous coûte. Quand on engazonne toutes nos pistes à la sortie de la fonte des neiges, quand on engazonne tout ça, c'est de l'investissement. Quand on revient l'été et que tout est vert, je peux vous dire que beaucoup de nos équipes ont travaillé pour essayer d'engazonner, mais pas que. La prise en compte de la ressource d'eau, la prise en compte du bilan carbone et autres, sachez que tout ça, c'est un énorme travail qui est réalisé. Derrière, le sociétal. Il faut aussi, je vous l'ai dit, on est une entreprise de territoire. L'enjeu, c'est de garder les gens sur notre territoire. L'enjeu, c'est qu'il y ait une vie tout au long de l'année. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une destination qui vit et qui vit pleinement ce qu'est cette destination. Donc, on essaie au maximum, avec la mairie, de travailler sur des logements qui sont des logements pour nos saisonniers ou pour nos permanents, faire installer des familles, garder nos écoles, garder nos services publics, nos médecins et nos pharmacies et tous nos commerces qui nous permettent, alimentaires, qui nous permettent de vivre, j'allais dire, dignement sur nos destinations. Donc, sachez que c'est aussi le rôle de SATA, et ce n'est pas que des mots, que tous ces investissements sont liés à tout ça. Alors, voilà les engagements qui ont été pris par le groupe SATA. Et là, j'en porte la responsabilité puisque c'est le dirigeant qui s'engage. On a pris 8 engagements sur les 17 des engagements des objectifs de développement durable de l'ONU. Ceux-là sont indiscutables. Donc, tous ces objectifs sont travaillés, sont monitorés, sont contrôlés et nous travaillons régulièrement sur l'ensemble de tous ces sujets. Il faut retenir 3 choses. La première, c'est qu'on travaille sur les ressources d'eau et la capacité à protéger nos ressources d'eau. La deuxième, c'est l'énergie.
et la consommation d'énergie, sachez que 100% du domaine est à énergie verte puisqu'on n'est qu'en hydroélectricité. Nous travaillons sur le photovoltaïque, sur un certain nombre de nos remontées mécaniques qui nous donnent une autonomie totale sur tout ce qui est téléphonie, informatique, sécurité et autres. Et l'hydroélectricité, travail que l'on est en train de réaliser pour essayer de pomper l'eau de nos usines à neige et de pouvoir turbiner et nous permettre de récupérer notre électricité pour rendre, on l'espère, dans les 4-5 ans, complètement autonomes nos usines à neige. Donc, comme vous le voyez, il y a un gros travail qui est fait aussi sur cette notion d'énergie. Et le dernier, c'est la biodiversité. Tout ce qui est faune et flore est travaillé au travers d'un observatoire environnemental qu'on a mis en place, qui est un bureau d'études extérieur qui nous audite tous les ans et qui s'assure que toutes les espèces, flore ou faune, sont véritablement protégées sur l'ensemble de notre domaine. Donc voilà le travail aussi qui est fait pour le groupe. Je vous explique ça, c'est aussi pour que chacun d'entre vous soit fier aussi d'être dans une destination où l'avenir est quelque chose d'important pour nous tous, le sociétal est important, mais que l'environnement, on en prend soin et qu'on ne fait pas n'importe quoi dans nos développements. Donc, 100% de nos dameuses sont passées à l'huile végétale organique. Cette huile végétale, c'est l'huile de friture. Donc, je répète toujours la même chose, mais c'est important. Donc, dans les restaurants, manger des frites, ça nous permet de pouvoir avoir de l'énergie pour l'ensemble de nos dameuses. Toutes nos dameuses sont passées donc à ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que 90% de l'émission de carbone a été réduite. Donc, on a fait un bilan carbone aussi bien sur l'Alpe d'Huez que sur les deux Alpes. Et donc, tout ce travail nous permet d'avoir véritablement un monitoring de notre émission de carbone. Et puis, on a éliminé 65% des particules fines grâce à tout ce travail qui a été mené. Et puis j'appuie. Et j'ai appuyé trop vite. Et voilà. Et donc, nous avons décidé cette année de mettre en place une campagne sans mégots. Sachez qu'à la fin de chacune des saisons, quand la neige a fondu, les équipes de la mairie, de l'Office du tourisme et de la SATA, et certains bénévoles d'ailleurs, des associations, nous aident à nettoyer les alpages. Et ce qu'on a ramassé cette année, par rapport au tonnage qu'on a ramassé, 50%, c'était des mégots. Et là, on s'est dit que ce n'est pas logique. On est dans un univers et dans un environnement fragile. On est dans un univers et un environnement qui est protégé. Alors, on se doit nous-mêmes, en tant que, vivant sur le domaine ou client, de respecter ce domaine. Et le mégot, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. C'est 1 mètre cube de neige polluée, un mégot. Et donc, on doit avoir cette responsabilité. Donc, on a mis en place un certain nombre de mesures. La première, c'est qu'on donne à tous les fumeurs des cendriers de poche qui sont complètement gratuits. Donc, ils ont juste à mettre et à conserver précieusement leurs mégots. Ils peuvent les mettre dans les réceptacles bleus qu'on a positionnés. Il y a un certain nombre et vous allez le voir tout de suite, ici, il y a un certain nombre de points de collecte à peu près partout et il y a un plan qui nous le permet. Mais surtout, on va jusqu'au bout de la chaîne. Ces mégots sont récoltés par une entreprise et sont recyclés sous 2 formes. La première, ceux de l'énergie pour les cimenteries, donc pour créer cette chaleur pour les cimenteries. Et la deuxième, pour du mobilier urbain, recyclé dans le mobilier urbain. Ça veut dire que ce n'est pas juste, je ne suis pas là pour interdire de fumer, on est juste là pour se dire, tout le monde a le droit de fumer, tout le monde a le droit de faire attention à l'environnement, mais derrière, il faut aller plus loin parce qu'il faut absolument qu'on soit capable de pouvoir protéger cet environnement au travers de quelque chose d'important. Alors, vous avez peut-être vu, on continue d'essayer d'innover. Eh bien, dans les innovations qu'on a, on a essayé de mettre des salles hors sac. On n'a pas beaucoup de salles hors sac sur l'Alpe d'Huez. Une va être construite à 2100 avec la gare, donc elle sera disponible dès décembre 2025. Et on a rénové nos cabines du DMC, en salle hors sac pour que les gens puissent, quand il neige et autres, vous puissiez vous poser, manger votre sandwich, vous poser, vous reposer, les enfants les mettre à l'abri du froid. Il y a 2 points actuellement, il y a le Rifnel et l'arrivée du snowpark. On va continuer à regarder comment on peut faire, mais on va développer aussi ces choses-là sur l'ensemble du domaine. Et on a lancé une nouvelle activité qui s'appelle le Mountain Kart, qui se fait sur la partie de la Marcelle, pas de la Marcelle, on l'a changé, sur la partie de la Roger.
aujourd'hui qui nous permet de dire d'offrir une autre activité assez drôle de glisse. Donc c'est un drôle d'outil avec un ski devant et 2 roues derrière. Et surtout l'été, on retire le ski et on met les roues. Donc comme ça, on a aussi une activité d'été qui est en train de se développer. Voilà 2 nouveautés qui sont mises en place. On vous y attend tous avec grand plaisir et véritablement une volonté de s'amuser ensemble. Et puis, voilà, on continue l'esthétique, on continue de travailler notre esthétique parce que c'est bien beau de parler d'environnement, mais déjà, il faut que nous aussi, on soit irréprochables sur notre esthétique. Tous les points de vente et les points de borne ont été refaits pour avoir quelque chose qui est cohérent avec tout ce qu'on met en place. Voilà les bornes, voilà les points d'accueil. Parce que savoir accueillir, savoir vous accueillir, ça fait surtout partie aussi de nos missions. Vaujany, voilà, vous avez tout le travail qui a été fait. On a mis des écrans, on a fini tout l'équipement des écrans sur l'ensemble du domaine. Pareil, c'est de l'information, c'est les événements, et puis c'est les plans des pistes, la météo et autres. Donc là aussi, tout a été mis en place pour que ça fonctionne. Pour terminer, je vous souhaite vraiment une très très bonne année. Je veux juste vous passer le petit film sur ce qu'est le groupe au travers de l'environnement. Je vous souhaite à tous une très très bonne saison. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vous et pour vos proches, et puis toute la réussite possible. Je vous remercie. Alors que les défis environnementaux et sociaux de notre époque s'accumulent, SATA Group, à travers sa marque label E.ON, nous engage dans la responsabilité sociétale des entreprises afin d'exploiter nos territoires dans un cadre responsable et maîtrisé. E.ON réalise un bilan carbone sur les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes afin d'atteindre d'ici 2030 une baisse significative de 80% de ses émissions carbone. L'ensemble du parc de dameuses du domaine est d'ores et déjà passé au biocarburant de synthèse HVO, réduisant ainsi de 90% les rejets de CO2 et de 65% les particules fines émises par ces véhicules particulièrement énergivores. Le personnel a également été formé à l'éco-conduite. E.ON a déjà réduit ses émissions de CO2 de 15% en une décennie. Les dameuses et E.ON mesurent la hauteur de neige en différents points des pistes pour optimiser les volumes produits au fil de la saison. Les eaux pluviales et usagées sont réutilisées pour des utilisations durables. En situation de sécheresse, les domaines skiables disposant d'un stock d'eau partagent la ressource avec les éleveurs et leur territoire, les besoins de réserves incendie et d'eau potable. Dans leur ensemble, les zones humides sensibles sont préservées et monitorées. Nos retenues collinaires servent à la production de neige de culture en hiver et à l'approvisionnement en eau des troupeaux en été, sans puiser dans les nappes phréatiques. Cela permet de stocker 500 000 mètres cubes d'eau chaque année. E.ON est engagé pour la préservation de la biodiversité alpine, avec la création d'un observatoire environnemental qui recense et protège les espèces et milieux à risque. Le domaine collabore avec des associations pour protéger plus de 1500 espèces végétales et animales. Ces actions incluent la plantation de près de 10 000 arbres depuis 2014 et la création de zones de protection du biotope couvrant 50 hectares. La gestion des déchets est aussi cruciale pour notre biosphère. L'année dernière, nous avons trié 100 tonnes de déchets, dont 55 mètres cubes de déchets ramassés lors des journées de nettoyage. SATA Group emploie 1100 personnes pour faire vivre son domaine. Afin de faciliter l'intégration des populations locales et l'installation de ses collaborateurs, 150 logements sont mis à leur disposition au sein des 3 destinations. Le programme E.ON Academy consacre chaque année plus de 10 000 heures à la formation des employés permanents et saisonniers. Depuis 2021, plus de 5 millions d'euros ont été investis pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, aboutissant à la fidélisation de 90% des saisonniers et à la création de 60 postes permanents. E.ON s'engage également à intégrer les entreprises locales dans la dynamique économique du domaine en valorisant le savoir-faire des prestataires régionaux et en générant un impact financier positif pour le territoire. Grâce à l'activité économique générée, chaque euro dépensé par les clients en forfait de remontée mécanique produit 6 euros de retombées économiques pour le territoire.
Le groupe investit par ailleurs dans des infrastructures accessibles à tous. L'accessibilité étant une priorité pour lutter contre l'isolement des personnes vulnérables. Parce qu'il est important de collaborer avec le plus de contributeurs possible pour maximiser notre impact global, E.ON est partenaire de la Convention des entreprises pour le climat, une association qui vise à accélérer la transformation des territoires en engageant les dirigeants d'entreprises. Le domaine est parallèlement engagé dans la poursuite de 8 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Bonne santé et bien-être, en investissant dans les conditions de travail des collaborateurs et le bien-être de nos clients. Eau propre et assainissement, avec une gestion durable de la ressource en eau et une production raisonnée de la neige de culture. Énergie propre et d'un coût abordable, en utilisant pour l'ensemble de notre parc une énergie verte issue de la production hydroélectrique locale et en priorisant les énergies vertes. Ville et communauté durable, avec une politique de logement auprès des collaborateurs, tout en développant une mobilité propre. Consommation et production responsables, en optimisant la consommation énergétique de nos installations et en investissant dans les microcentrales hydroélectriques et l'énergie photovoltaïque. Lutte contre les changements climatiques, en réduisant les pollutions de l'air et le bilan carbone. Vie aquatique, en préservant les zones humides et les ruisseaux. Vie terrestre, en protégeant la biodiversité et en entretenant le couvert végétal. Avec E.ON, nous croyons en un avenir où le tourisme et le respect de l'environnement vont de pair. Ensemble, continuons à protéger et à célébrer nos montagnes pour les générations futures. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Je suis donc Sébastien, je suis arrivé il y a un petit peu plus d'un mois en tant que directeur de l'Office de tourisme, donc très récent, donc j'aurai forcément beaucoup moins de choses à raconter que Fabrice. J'ai moins de bagages ici. Par contre, j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience en station, dans des stations que vous avez quelques-unes ici, sur des postes de directeur d'office ou de directeur de station, suivant comment elles sont organisées. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est aussi d'éclairer un petit peu la position de l'Alpe d'Huez par rapport au contexte de la montagne en général. Maintenant que je me suis présenté, au nom de l'Office de tourisme, à mon tour, je vous présente tous les meilleurs vœux pour cette année. Puis on ne va pas être radin pour les suivantes aussi. Rapidement, un point important, et je tenais à le présenter, quand on arrive, c'est des choses qu'on regarde quand on fait mon métier, c'est qu'on a la chance d'être dans une station qui a une dynamique positive. Vous avez deux courbes, une courbe verte qui montre l'augmentation de la fréquentation et une bleue qui montre aussi une augmentation de fréquentation, plus légère, mais une augmentation. Et je les mets là, c'est pas anodin, parce que comme je vous l'ai dit, si on prend l'ensemble des stations françaises, ces courbes, elles n'ont pas du tout cette tête-là. La courbe de l'hiver, elle est en baisse sur les 7 dernières années. Donc vous êtes dans une destination qui est en croissance. Alors certes, 2 points, c'est pas énorme, mais c'est une croissance quand les autres sont en baisse. Donc la dynamique, elle est déjà positive. Et sur l'été, c'est bien plus spectaculaire, avec 27 points de mieux. Donc une station qui se porte bien. Et ça, je pense que déjà, on peut en être content. Je vous ai mis en bas les chiffres globaux. C'est un peu plus d'1,8 million nuitées par an, presque 1,4 million l'hiver et plus de 400 000 l'été. Donc c'est une destination qui pèse au niveau de la montagne française. Puisqu'on est dans les dynamiques, on va continuer. Ça, c'est l'état des réservations à date pour cet hiver. Quand vous le regardez, on est sensiblement sur la base de l'année dernière, à plus 0,6 points pour le moment. Donc là aussi, ce n'est pas monstrueux, mais c'est une progression. Au moment où on parle, la montagne française est en retard d'1 point. Donc l'écart continue à se faire en faveur de l'Alpe d'Huez, et ça, c'est favorable. Vous avez les deux courbes. La bleue, c'est celle de cette année, et la jaune, celle de l'année dernière. Et vous vous rendez compte qu'elles sont très, très, très parallèles. Quelques petits décalages sur les vacances de février. Et entre le début de saison qui était moins bon, mais qui sera compensé par une fin de saison meilleure, on est sur des volumes comparables. Et c'est intéressant de garder ça en tête, c'est que l'année dernière, c'était l'année où l'Alpe d'Huez a accueilli le plus de monde. Donc d'être sur les mêmes bases que l'année dernière, c'est plutôt un bon signe quand l'ensemble de la montagne est en régression au moment où on parle. Enfin, 4 petits chiffres, les semaines phares pour l'instant, celles où on a enregistré le plus de réservations. Vous avez Noël, Nouvel An, la semaine où on est, avec 95% de réservations des lits mis sur le marché, donc c'est colossal. La semaine de février qui sera la plus remplie a priori, ce sera celle du 15 février. Et bien sûr, Tomorrowland, où vous avez un score là aussi qui est vraiment très très important et qu'on voit bien avec un gros pic sur le mois de mars et qui là aussi est parfaitement unique dans les stations. C'est vraiment que sur l'Alpe d'Huez qu'on retrouve cette configuration. Toujours cette année par rapport aux autres, la courbe rouge,
c'est l'Alpe d'Huez. La courbe jaune, c'est la moyenne des stations d'altitude, donc toutes celles qui ont cette garantie neige. Et la courbe bleue, c'est les stations plus basses, les stations villages. Donc sans rentrer dans le détail, on se rend compte que les courbes sont très parallèles. Donc en fait, personne n'invente un marché, sauf, si vous regardez le gros pic rouge au mois de mars, Tomorrowland, là pour le coup, l'Alpe d'Huez a inventé un marché. Quand vous regardez la tendance des autres, il y a un anachronisme marqué. Sinon, on voit qu'on est un petit peu mieux que nos camarades sur le mois de janvier et sur le mois de mars. Et pour le reste, ça se tient grosso modo à peu près au pourcentage près. Alors, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, comme je l'ai dit, il est vraiment trop tôt pour présenter des choses très abouties. Simplement, je peux rappeler l'objectif de l'Office de tourisme, c'est d'améliorer la fréquentation de la station. Quand je dis améliorer, ça peut être augmenté, mais pas seulement. Ça peut être améliorer la typologie de clientèle et la façon dont la consommation se passe sur notre destination. La méthode, c'est surtout pas casser ce qui fonctionne. Je viens de vous le dire, on a la chance d'être sur une destination qui a une dynamique positive, donc surtout bien entretenir ce qui va bien. Essayer d'identifier les points et les axes d'amélioration. Et je suis dans une période d'instruction, je rencontre beaucoup de monde, j'échange énormément, j'ai besoin de cumuler le maximum d'infos pour identifier justement ces points potentiels d'amélioration. Et enfin, après, ce sera d'établir un plan d'action qui sera phasé dans le temps, en concertation avec la mairie, ses services et bien sûr la SATA, parce que l'Office de tourisme, en soi, il n'a pas de raison d'être, si ce n'est amener du monde sur la station et faire en sorte que ses vacanciers soient contents. Donc forcément, c'est une logique globale. Les principes, donc encore une fois, je ne parle pas de stratégie, je n'ai pas la prétention au moment où je parle, après un mois, de présenter une stratégie finie, mais il y a des axes qui aujourd'hui sont bien établis, pour le coup, on peut dire ça comme ça, c'est plus que des dessins, ils sont établis. C'est une vraie une entité station globale, vraiment forte. Monsieur le maire l'a dit en introduction, Fabrice l'a rappelé, c'est de travailler en concertation les trois et pas chacun dans son coin, mairie, SATA, Office de tourisme, pour servir la destination. Et pour y arriver, c'est d'associer au maximum les socio-professionnels, bien sûr, mais aussi les habitants et les propriétaires. Et tout ça dans une seule logique, et c'est un point qu'on partage clairement avec Fabrice, avec un mot qui s'appelle le client. C'est lui qui a raison, il a le choix, il n'est pas obligé de venir en vacances. Quand il a fait le choix de venir en vacances, il n'est pas obligé de venir à l'Alpe d'Huez. Donc autant faire en sorte qu'il soit satisfait, qu'il en parle positivement et qu'il ait envie de revenir. Donc vraiment être axé sur le client. Un petit comparatif, on va dire, voilà, après quelques semaines ici, si je devais retenir 5 points forts de l'Alpe d'Huez, vous les avez derrière moi. Le premier, c'est la notoriété, je ne vous apprends rien. Le nom de l'Alpe d'Huez est connu, largement connu, en France comme à l'international. Il n'y a pas de débat sur ça. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on est une marque touristique. La station offre une diversité, alors aussi bien d'hébergement que de commerce, que de services, que d'activités et d'équipements, qui est vraiment très très large. C'est à même de répondre à quasi la totalité des attentes des clients potentiels. Peut-être on peut exclure l'ultra-luxe que peut avoir Courchevel ou Megève, mais sinon, pour le reste, ça répond à l'ensemble de la gamme que peuvent attendre les vacanciers en station de montagne. Et ça aussi, c'est un vrai atout pour travailler les différentes cibles de clientèle et les différentes périodes, d'avoir les outils, les produits qui permettent de répondre aux attentes. Donc c'est un point très important. Un calendrier événementiel, aujourd'hui, on peut le dire très clairement, l'Alpe d'Huez est la station française qui a le plus gros calendrier, le plus riche calendrier événementiel, hiver comme été, des montagnes françaises. Et ça, c'est un vrai atout, ça contribue à la notoriété. Ça contribue aussi à créer du trafic et à amener du business sur la station. Donc c'est un point très positif. Et les deux derniers points, et en tout cas moi ils m'ont convaincu de vous rejoindre, c'est la vision prospective. Fabrice en a parlé, monsieur le maire va prendre la suite et vous en parlera aussi. Il y a une vraie vision, c'est pas seulement « ok ça va bien, on a du monde, les résultats sont positifs, on en profite ». Non, il y a une vraie vision pour l'avenir sur la destination. Et pour en avoir fait quelques-unes, je vous garantis que ce n'est pas le cas partout, c'est même plutôt exceptionnel. Et ça, c'est une vraie chance. Et cette chance, c'est bien d'avoir une vision, mais il y a des moyens. Fabrice a donné des chiffres tout à l'heure. Vous pouvez vérifier, en France et même en Europe, aucune autre station n'a un plan d'investissement à ce niveau-là. L'idée, ce n'est pas de gagner de l'argent pour faire les coques et dire on est les plus riches ou les plus beaux. Il faut se rendre compte que cet argent, il est réinvesti sur le territoire. Comme l'a expliqué Fabrice, c'est pour préparer l'avenir, hiver comme été, pour garantir une vie dans les années futures. On sait très bien qu'on sera impacté par les aléas climatiques, même si on est un peu plus tard que les autres touchés
de par l'altitude, mais ça va arriver. Et aujourd'hui, vous avez la chance, nous avons la chance d'être dans une destination qui a pris conscience de ça et qui se donne les moyens d'y répondre et qui utilise aujourd'hui ses ressources, non pas pour capitaliser, mais pour investir pour le futur. Et ça, franchement, encore une fois, venant de l'extérieur, c'est vraiment exceptionnellement rare. Et je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Et je vais reprendre le mot de Fabrice tout à l'heure, il faut qu'on en soit fiers. Par contre, forcément, si j'ai dit les 5 points forts, on va parler des axes de progression qu'on a. Le premier, on a des périodes qui sont moins occupées. Alors évidemment, pas cette semaine ou la précédente, mais il y a des périodes où on peut travailler et on doit améliorer ça. Alors ça passe par la commercialisation, mais qui est déjà bien faite. Mais sur l'Alpe d'Huez, c'est le point 2, il y a à peu près la moitié du stock qui correspond à des résidences secondaires. On sait qu'une résidence secondaire, elle est 2 fois moins occupée que le même appartement qui va être mis en marché, soit par une plateforme de location, soit en agence. Et c'est intéressant d'imaginer ça. Alors évidemment, sur ces périodes-là, elles sont très largement occupées, mais sur les périodes de moins de fréquentation, les ailes de saison, le mois de janvier, le mois de mars, l'été, il y a moyen de dynamiser ces lits et d'améliorer la fréquentation station. Et c'est important, sans construire de nouveaux lits, juste en travaillant à l'existant. Et c'est pour ça que j'en parle. Il y a des politiques qui existent, il y a des stratégies, il y a des process à mettre en œuvre pour améliorer le global, sans venir détériorer les périodes où on est déjà en pointe, mais mieux lisser la saison et avoir, si on reprend les courbes de tout à l'heure, des courbes un peu plus plates, en évitant les creux et les pics. Et il y a un vrai travail. Et ce travail ici, il sera important parce que vous avez plus de la moitié du stock d'hébergement qui est occupé moitié moins de temps. Donc il y a une grosse marge de progression sans construire, sans quoi que ce soit, juste en optimisant l'existant. Le troisième point, c'est enrichir le contenu derrière le nom. Le nom Alpe d'Huez, on l'a dit, il est très connu, mais il est d'abord connu pour le vélo, dans le monde entier, d'abord. L'hiver, depuis que vous avez Tomorrowland, ça remonte, mais c'est connu aussi pour Tomorrowland. Ce qui nous fait vivre, et Fabrice l'a dit aussi, et on sait que ce qui permet les investissements aujourd'hui, c'est la glisse, c'est l'hiver. Et sur ça, on a la chance d'avoir un grand domaine, des choses spectaculaires qui ne sont pas assez connues. Elles sont très bien connues ici, par vous, par les vacanciers qui pratiquent, mais par les prospects, c'est-à-dire les gens qui vont au ski dans d'autres stations. Je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose qui est assez mis en avant. On a la chance d'avoir de vrais atouts, des vraies spécificités sur le domaine, mais aussi la station. Il y a un niveau d'équipement en termes d'infrastructure, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre autant, et c'est des choses qu'on met pas suffisamment en avant derrière le nom. Donc en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a une notoriété à très haut niveau et on a une identité, le contenu de notre marque qui est un peu plus bas. L'idée, c'est de le remonter au même niveau pour que quand la personne va penser ski, se dise l'Alpe d'Huez, ah oui, il y a ça aussi. C'est pas juste du vélo une fois tous les 2 ans, quoi. Et c'est des vrais atouts à mettre en avant. Alors c'est plus facile parce qu'on a la chance d'avoir une notoriété très importante. Donc d'alimenter ce nom, c'est quelque chose qui doit se faire et qui peut être vraiment différenciant pour notre destination et permettre de remplir les premiers objectifs, à savoir dynamiser l'ensemble des saisons. Donc ça, c'est un point d'amélioration vraiment marqué. Le quatrième, et Fabrice et Lassata, on en parlait largement avec un très beau film à la fin, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la partie développement durable, tourisme durable, j'emploierais ce mot-là, et ce n'est pas assez communiqué. Quand on est à l'extérieur, l'image de l'Alpe d'Huez, ce n'est pas celle-là. Et aujourd'hui, la question n'est pas je suis pour ou je suis contre, je suis écolo ou pas, ce n'est pas le débat. Plus de la moitié de nos clients aujourd'hui sont prêts à payer un peu plus cher pour aller dans une destination responsable. Donc si on n'en tient pas compte, ça veut dire qu'on s'assoit ou qu'on ne regarde pas la moitié de nos clients. Et ce serait une erreur fondamentale, d'autant plus bête qu'on fait déjà le travail. Donc il faut vraiment qu'on n'ait pas honte de ça, qu'on le mette en avant. On ne sera jamais parfait. Par essence, l'activité humaine et a fortiori une station de ski, ce ne sera jamais vertueux écologiquement. Mais l'idée, c'est de s'améliorer, de faire au mieux. Et nos vacanciers attendent ça. C'est vraiment un point clé. Et ce n'est pas juste « je veux y aller pour me donner bonne conscience », c'est « je suis prêt à payer plus cher pour aller dans une destination qui prend en compte l'environnement ». Donc c'est un point crucial dans les années à venir à vraiment pousser. Et enfin, on doit mieux digitaliser, travailler sur tout ce qui est possible de faire. On a eu un petit exemple tout à l'heure avec le Direct Topic. Alors, ça peut susciter des débats, mais plus 27%, j'ai retenu le chiffre. Et des choses comme ça, il y en a plein qui peuvent faciliter le fonctionnement, éviter les attentes, fluidifier l'information, apporter l'information aux vacanciers. Bref, gagner du temps. Et là, on a aussi des marges de progression assez importantes sur notre station. Voilà rapidement pour le petit benchmark. Le reste, je ne vais pas m'étaler trop, c'est les éditions, vous les connaissez, vous les avez sous format papier, vous les avez sous format digital via des QR codes. Personnellement, je vous conseille le digital, parce qu'un document papier, en général, quand il sort chez l'imprimeur, il est déjà faux.
parce qu'il y a un numéro de téléphone qui a changé, il y a un horaire qui est plus valable, le programme d'animation, il ne fait pas beau, il faut changer l'animation, tandis qu'avec le digital, vous êtes toujours à jour. Donc c'est un petit conseil pour vous, mais la bonne info, elle est là. Et puis les événements de l'hiver, on a parlé d'un programme événementiel très riche. Ça va commencer, enfin ça va continuer ce week-end avec l'Alpe d'Huez Cup. On enchaînera avec le festival dans cet même espace d'ici une dizaine de jours, puis le trophée mer et montagne, et ça va continuer jusqu'à la fin de saison, qui se terminera avec la semaine où on accueillera le challenge des moniteurs et le week-end de Pâques avec le Mondialito. Donc un programme très dense. Vous retrouverez tout ça sur Alpe d'Huez TV. Vous pourrez regarder dans le détail. Puis à notre tour, pour conclure, je vais vous passer un petit film qui est le clip de l'Alpe d'Huez. Merci, et je rends le micro à Monsieur le maire. C'est celui du bas. Non, quand tu veux changer. Ouais. Merci. Allez, je prends le relais. Après les remontées mécaniques et après l'office, on va vous parler un petit peu de la commune. Et bien sûr, en commençant par le nerf de la guerre, quelques chiffres que vous retrouvez chaque année dans les délibérations concernant le budget. Pour vous donner simplement une petite idée de nos recettes de fonctionnement, la dernière colonne 2023, on aborde presque 28 millions d'euros avec au passage une recette importante que vous connaissez bien puisque ce sont vos impôts. Et vos impôts qui, du coup, sont à peu près la moitié de la recette globale. Derrière, il y a des dotations de l'État qui se cassent la figure, comme vous le savez certainement, et qui ont diminué de 2/3 depuis une dizaine d'années. Et puis, quelques recettes supplémentaires qui sont importantes pour nous, qui sont liées à l'activité touristique. C'est pour ça que on vous les a notées. C'est important que vous puissiez comprendre que quand on est arrivé en 2001 à la mairie, on était à 200 000 euros de taxes de séjour. Cette année, en 2023, on va être à 2,1 millions. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'on a augmenté bien sûr le nombre de lits, mais ça veut dire surtout que ceux qui ne payaient peut-être pas jusqu'à présent payent maintenant. Donc ça nous permet d'avoir une recette importante. Je rappelle que cette recette, elle va directement à l'Office du tourisme et que derrière, c'est la commune qui finance avec ses deniers propres pour que l'Office du tourisme puisse fonctionner à hauteur d'à peu près 3 millions d'euros, sans compter le million d'euros qu'on met aussi dans les événements, puisque, comme ça a été dit déjà, les événements de l'été coûtent cher, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire, investir pour l'avenir, pour pouvoir étaler les saisons dans l'avenir. 2 taxes qui sont payées aujourd'hui par SATA Group, qui est la taxe loi montagne. C'est une taxe qui est nationale, c'est la loi qui impose cette taxe en fonction des remontées. Et puis une redevance du délégataire, qui est la redevance qui est négociée avec chaque commune. La SATA négocie à chaque fois lorsqu'elle répond à l'appel d'offres d'une commune, puisqu'à chaque fois, derrière tout contrat de DSP, il y a un appel d'offres. La SATA répond et négocie avec les élus de la commune pour avoir une redevance qui, comme vous le voyez chez nous, est à peu près constante depuis la fin du VISALP. On a beaucoup investi pour qu'on puisse travailler sur le domaine skiable, puisque sans domaine skiable, on n'est rien, et on avait bien compris il y a 15 ans qu'il fallait d'abord refaire le domaine skiable avant de faire le reste. Donc un total de 5,1 millions, ce n'est pas négligeable pour des redevances qui viennent des recettes qui sont liées à l'activité touristique. Les dépenses, les dépenses, vous avez vu, 28 de recettes, 20 de dépenses, 21. Donc la différence, elle sert à quoi ? Elle sert à investir. Vous verrez après, cette différence, elle ne suffit pas pour investir en fonction de tout ce qu'on souhaite faire depuis quelques années, puisqu'on investit beaucoup plus que ça chaque année. Et je vous en dirai un petit mot après. Simplement vous dire que l'ensemble des charges de personnel, c'est 7,5 millions, qu'on aide beaucoup les associations, qu'on a très peu, vous allez le voir, de frais financiers,
Et puis, dans les charges exceptionnelles, vous avez un montant de 2,3 millions qui fait que globalement, sur l'ensemble, la commune, progressivement, depuis, on va dire, presque 15 ans, a toujours baissé sa dette. On arrive à une dette aujourd'hui qui va, à la fin de l'année, passer en dessous des 10 millions d'euros. On était monté à 45 millions, donc vous voyez, on a quand même remboursé, on aura remboursé en fin d'année presque 35 millions d'euros, sans avoir fait de prêts supplémentaires. On a 24 emprunts, mais on en a eu un les 10 dernières années, c'est tout. Donc tout le reste, en fait, n'a servi que de baisser la dette. Donc vous voyez, on a baissé les recettes de l'État, mais on a baissé en même temps la dette quand même, alors que notre budget était censé en baisse, mais en hausse, bien sûr, sur la partie des taxes. Voilà l'analyse de la baisse qui, si on ne fait rien, s'estompera en 2031. Mais il est bien clair qu'aujourd'hui, si on a souhaité que cette baisse se formalise, c'est simplement parce qu'on sait qu'on a des choses à faire dans l'avenir, notamment la piscine, la patinoire avec l'échangeur de chaleur et la couverture de ces deux piscines et patinoires, on y reviendra après, qui nécessitent un budget quand même conséquent. Un petit clin d'œil simplement pour vous dire que si on était une commune comme tout le monde, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, notre budget serait de 2,6 millions. Or, comme ça a été dit tout à l'heure, on est à 28 de fonctionnement et à près de 15 en investissement. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà de tout ça. Et malgré tout, on a un nombre d'agents qui est tout à fait correct. Je passe vite parce qu'ils sont passés sur pas mal de choses déjà, Fabrice et Sébastien. Quelques travaux qui, là aussi, sont à la fois avec une direction d'économie d'énergie comme tout le parc d'éclairage public, mais aussi sur la rénovation de tous les parkings qu'on est en train de faire. Le Forum des Ancolis, je vous rappelle que c'est le forum qui est juste derrière cette salle, entre Odalis et chez nous. C'est un forum où on aura une scène pendant la semaine de Tomorrowland. Et sur le reste de l'année, on a commencé à planter des arbres cette année et on va l'embellir pour garder un espace vert en plein cœur de station. On avait une chose que l'on n'avait pas eu le temps de réaliser encore pendant ce mandat, c'était une salle pour les enfants. Bien, vous l'avez vu maintenant, elle est en place depuis cette année. C'est une vraie réussite pour les enfants et pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Donc, juste à gauche de l'entrée de ce qu'on appelait jusqu'à présent le Palais des Sports et qu'aujourd'hui, on a débaptisé Agoralp en prévision du fait qu'on n'a pas seulement du sport dans le palais. On a aussi de la culture avec les expos de peinture, avec le musée et avec demain un pôle culturel qui viendra se greffer aussi sur la construction de piscines et de patinoires. La passerelle Paganon, je crois que c'était non seulement un vrai souci de sécurité, mais aussi un souci d'esthétique. Je crois qu'elle est assez bien réalisée. En tout cas, elle prend moins d'impact que l'ancienne. Elle est au moins aux conditions pour pouvoir faire passer une dameuse dessus. Et puis, on a fait en sorte que dessous, on puisse passer avec des bus pour décaler le trajet des voitures et pour pouvoir faire ce printemps déjà quelques travaux sur la passe Paganon. On n'aura pas fini en cette année, en 2025, pour une raison simple, c'est qu'on a beaucoup de travaux en souterrain. Et vous voyez que quand on fait des voiries, quand on fait des routes, quand on fait des places, ce qui prend le plus de temps, c'est en fait de remettre en forme et remettre à neuf tout le souterrain. Et le souterrain, c'est important parce que, je le disais déjà l'autre fois, là j'ai de la pâche, et je le redis, on consommait ici 1 100 000 m3 par an d'eau et de neige de culture. On a diminué de 350 000 m3. Tout ça simplement parce que quand on fait des travaux, on fait attention à remettre à neuf toute la partie qui est souterraine. Du coup, on a un rendement de nos canalisations qui est tout à fait exceptionnel. En tout cas, dans l'Oisans, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Et on est ravis d'avoir pu économiser autant d'eau par an. C'est une façon aussi de la sauvegarder. Mais là-dessus, on a fait tout ce qu'il fallait depuis 10 ans pour que l'avenir soit plutôt positif par rapport à l'eau. On investit
Bien sûr pour le ski, ça a été dit, mais aussi pour la transition écologique, puisque aller faire un centre équestre pour l'Alpe d'Huez, ça peut paraître un petit peu surfait. Et en fait, on l'a fait parce qu'on pense que dans l'avenir, eh bien, les chevaux, les chiens de traîneau pour l'hiver sont des activités qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et comme ça a été dit, on se sert, c'est vrai, de l'argent du ski pour financer une partie de la transition, une partie de tout ce qui fera que demain, en été, on sera en capacité de mieux accueillir nos vacanciers et de mieux nous accueillir tous ceux qui vivent ici comme permanents ou résidents secondaires. Donc cette année-là, on a fini le toit sur la totalité. Il fallait aussi refaire une fosse à purin, un stockage de foin. Enfin, tout a été fait pour que Mika puisse commencer à travailler avec les chiens de traîneau cet hiver. Et donc, on finira au printemps pour que cet été, on puisse tourner sur un centre équestre complètement rénové. Et on envisage un peu à côté de faire une ferme agricole avec une quarantaine de vaches qui seraient là toute l'année, de façon à aussi, là aussi, travailler sur la fabrication de fromage local. On a un petit clin d'œil aussi, puisque quelquefois on nous dit on est à Huez et on est un peu le parent pauvre. C'est pas vrai. À Huez, on a investi beaucoup. Et du coup, on a effectivement fait un petit city-stade à l'image d'Huez qui correspond à la demande des enfants. Il y a de plus en plus de gens qui habitent à l'année sur Huez. Donc, c'est quelque chose que vous avez pu voir juste en contrebas de la télécabine. Mais on n'a pas fait que ça sur Huez. On a fait plein de travaux aussi pour rendre la vie de nos familles permanentes plus agréable. Voilà un peu les travaux que l'on a fait cette année. Je vous disais tout à l'heure, 7 millions d'euros de différence entre le budget de fonctionnement, recettes et dépenses. Ça ne nous amène pas à 14 millions. Donc comment on fait pour investir autant sans faire d'emprunt ? Eh bien simplement, on se sert de tout ce qu'on a pu vivre et vendre comme terrain dans les années précédentes. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, on a revendu aussi le dessus du parking des bergers pour qu'il soit rénové en totalité. Et du coup, on a pris un chèque de plus de 3 millions pour ça. Et à chaque fois que l'on a fait Odalis derrière ou tous les investissements que vous avez pu voir en Lichot, eh bien, on en a profité pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir se payer tout ce qui est ici et que j'ai déjà évoqué. Donc, j'y reviens pas, on passe. En 2025, bien, on a beaucoup de travaux. On a au moins 2 millions de routes. Vous avez vu qu'on a besoin de refaire devant le palais, sur le côté, un peu partout, tout autour du terrain de foot. On va aussi sur le terrain de foot refaire des vestiaires. On avait prévu de l'agrandir aussi pour recevoir une scène de Tomorrowland un peu plus grande. Mais en même temps, on avait prévu de refaire le terrain. C'est pour ça qu'on a lié l'utile à l'agréable. La place Paganon, j'en ai parlé. La piste de l'Altiport, mine de rien, c'est une dépense de 300 400 000 euros régulière, mais on tient à avoir aussi un altiport pour l'été. Donc, on est obligé d'investir. Et puis, le parc public, c'est près de 3 à 4 millions au final, quand on aura fait les 5 années à 800 ou 900 000 euros. Mais les routes, c'est un gouffre, sans compter les 600 000 que l'on met juste en goudron chaque année. On ne le voit pas forcément, mais les voiries, c'est vraiment des gouffres. Les projets d'aménagement, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, maintenant il y a beaucoup de privés qui retapent. Souvent on nous dit la commune, il faut arrêter de faire des constructions. Désolé, c'est un moment qu'on en fait un peu moins, mais par contre les privés ont pris le relais. Et vous voyez que de nombreux vieux bâtiments ont été transformés à la demande de leurs propriétaires, à la demande aussi d'investisseurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie à chaque fois de bloquer la destination pour faire en sorte que ce soit bien du lit touristique. Parce que je rappelle que comme on ne pourra plus avec la loi ZAN s'agrandir, on a intérêt à conserver tout ce qui est touristique dans la station, parce que sans les lits touristiques qu'on a construits là récemment, on ne pourrait pas vivre. Et si on a aujourd'hui une économie florissante, c'est parce que justement on a rattrapé le retard qu'on avait depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc il y aura d'ailleurs dans le nouveau SCOT qui sera validé là à la fin de l'année, un élément qui viendra nous aider, c'est que la destination des lits touristiques devra rester une destination touristique dans l'avenir, quelle que soit la commune et en tout cas sur l'ensemble de l'Oisans. Donc ça c'est une prospective à gauche de l'avenue des Jeux. Donc actuelle, avec un espace que vous verrez au PLU pour les adeptes qui aiment le règlement de PLU. Donc toute une partie
qui en fait se trouve, la patinoire est en bas, le sporting au milieu, la piscine au-dessus. On a pris un engagement avec la Mélandière de ne pas monter trop sur l'espace vert de piscine aujourd'hui. Et puis on a retravaillé avec les commerçants, vous verrez dans la slide d'après, pour pouvoir faire une avenue des Jeux sympa qui soit à majorité piétonne et sur lequel on se retrouve bien avec, bien sûr, la suppression de ces deux éléments, piscine-patinoire, qui seront déplacés ailleurs. Ailleurs, où ça? Eh bien, à droite, vous l'avez dans le rectangle, sur la piscine couverte, qui viendra accueillir donc piscine et patinoire dans le forum des Ancolis que vous voyez ici. Odalis est en bas, le Palais des Sports et Agoral est en haut, le Daria à gauche. Et là, donc, cet espace-là, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, par rapport aux télécabines, c'est l'espace qui viendra accueillir la piscine patinoire et le pôle culturel dont j'évoquais tout à l'heure avec vous la possibilité de le faire. C'est un budget qu'on attend. On a une petite idée, mais on attend d'avoir le budget définitif pour vraiment faire les choix définitifs, puisque peut-être qu'on n'arrivera pas à tout faire, on verra. En tout cas, on a cette volonté de garder à l'année une piscine et une patinoire ouvertes toute l'année, puisqu'on tend vers une vie à l'année pour s'adapter aussi au réchauffement climatique. Là, c'est l'avenue des Jeux, avec donc un gros travail que l'on a fait avec les commerçants, qui aboutit à dire que ce que vous voyez, les petits rectangles à gauche, eh bien, ça pourrait être des petits chalets ou des petites constructions à voir, ce n'est pas défini encore, sur l'avenue des Jeux. Mais surtout, on a travaillé avec les commerçants sur la partie centrale de l'avenue des Jeux. Il en manque une petite partie en bas. Ça serait une route à sens unique qui descendrait comme ça, dans un espace plutôt piéton, qui serait d'ailleurs les 3/4 du temps réservé aux piétons, avec un espace pour un accueil office du tourisme, mais quand même en bas, pour répondre aussi à la demande de certains commerçants, une petite patinoire ludique, comme vous l'avez à Val d'Isère ou à Megève, qui fonctionnerait le jour où il y a suffisamment de froid pour avoir de la glace sans être obligé d'avoir tout ce qu'il y a derrière une patinoire normale comme on a aujourd'hui. Ici, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et je peux vous dire que c'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre en musique le projet que l'on avait en 2014, qui était de faire 800 places de parking couverts. Si on les avait eues cette semaine, on aurait été largement tranquille, alors que là, on a galéré. Mais c'est comme ça, c'est toujours d'actualité de travailler avec le centre commercial et d'avoir un projet sur le devant qui nous permette de faire des places de parking en souterrain et en aérien, avec un projet bien sûr qu'on a revu à la baisse, tout comme le projet des garages qu'on a supprimé, parce que dans termes de lits chauds, eh bien aujourd'hui on a ce qui correspond à notre attente depuis toujours, et surtout on a de votre part, de la part des propriétaires pour la plupart, une vraie volonté de louer beaucoup plus qu'avant. Vous avez pour l'ensemble des propriétaires répondu à cette attente. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a 4000 lits de propriétaires qui sont loués régulièrement. Donc c'est super, on est ravis. Et du coup, on n'a pas besoin d'en créer d'autres. Donc là, on va rester sur un nombre de lits tout à fait adapté. Avec le fait, bien sûr, vous doutez bien que quand on veut faire des places de parking couverts, il faut qu'on ait quand même une recette et quelques mètres carrés à vendre dessus, parce que sinon, vous avez vu, notre budget ne permet pas de le faire. C'est toujours un peu le même problème. Et puis, on a la volonté que le centre commercial, avec les commerçants, les propriétaires et les loueurs, se bouge et modifie aussi cet accueil de station qui n'est plus la hauteur de la gamme de ce qu'on sert, y compris au niveau esthétique. Une réponse à une question qu'on nous pose de temps en temps, on a eu l'occasion de racheter le terrain qui se trouve derrière Alpazur. Pourquoi on l'a racheté? On l'a racheté tout simplement parce que si le propriétaire l'avait vendu à quelqu'un, il l'aurait vendu pour faire un chalet. Or, notre objectif, comme je vous l'ai dit juste précédemment, est bien de faire en sorte que les hôtels restent en hôtel, voire même que les hôtels se dynamisent un petit peu pour avoir plus de lits. C'est le cas d'Alpazur et c'est pour ça qu'on a, c'est une sorte de préemption où on a aujourd'hui accepté de racheter le terrain, mais avec un projet global que vous allez voir, qui correspond à ce qui va suivre, qui se veut être Alpazur, c'est le chalet que vous voyez en bas, et puis la surélévation donc, qui est en
en arrière-plan, on va dire, sur ce terrain-là que l'on a acheté, qui nous permettrait, ça c'est l'existant à droite, et puis la surélévation à gauche. Cet emplacement est fabuleux, au bord du retour skieur, on peut y faire plein de choses. Donc aujourd'hui, on travaille pour chercher un investisseur, si vous en connaissez, quelqu'un qui soit en capacité de racheter. Le problème, c'est qu'il y a 5 entités qui font partie des propriétaires de ce bâtiment, et du coup, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais voilà pourquoi on a racheté le terrain, pour éviter que cet hôtel ne soit dépourvu d'une possibilité d'agrandissement qui nous va bien et dont on a vraiment besoin. J'en ai parlé tout à l'heure. Fabrice aurait pu aussi vous dire un petit mot. Le centre technique des Dameuses donc, est toujours dans l'idée de se déplacer à l'Altiport avec un projet qui va être redéposé beaucoup plus petit. Et du coup, nous, eh bien, on récupérerait les garages de la SATA pour faire en sorte qu'on puisse garder nos services techniques dans le cœur de la station. Et puis, vestiaire, j'en ai parlé, et un petit graphe de ce qui est à droite, qui correspond à la liaison Bourdoisan-Huez, qui est bien sûr toujours d'actualité. On a été obligé, comme toujours, de revoir un petit peu en fonction des passages, de revoir l'alignement des gares, et surtout pour éviter de passer sur le hameau du Ribot, on a été obligé de faire une petite déviation qu'on est en train de travailler à l'échelle du SCOT. Je fais vite, j'avance. L'urbanisme qui est pour les adeptes et ceux qui ont des questions, vous avez Nicolas Grémy, le responsable de l'Urba qui est là, c'est un cadeau que je lui fais. Venez le voir si vous avez besoin de renseignements parce que c'est très spécifique. Mais en tout cas, voilà, donc on nous dit souvent quand on arrive à la fin et qu'on vote un PLU, on nous dit souvent mais finalement on n'est pas au courant, on ne nous a rien dit. Non, ce n'est pas le cas. En fait, on dit toujours plein de choses d'ailleurs parce qu'il y a des obligations aussi légales qui sont tramées derrière. On a l'obligation de le dire et l'obligation de faire les choses en partenariat, sauf qu'en fait tout le monde s'en fiche un peu jusqu'au dernier moment où quand on arrête le PLU, on nous dit oui mais alors attends, moi mon terrain, est-ce qu'il est constructible, est-ce qu'il a perdu ? Non, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut le voir, c'est dans la période de réflexion. Et là, vous avez encore un petit peu de temps, vous voyez, en début d'hiver et au mois de janvier pour venir consulter. Si vous avez besoin de connaître ce qui sera possible de faire aujourd'hui, parce qu'il y a des dossiers qui sortent en ce moment avec le POS actuel, puisqu'on est revenu au POS, mais aussi demain avec le nouveau PLU. C'est maintenant qu'il faut le rediscuter, ce n'est pas quand ce sera trop tard et quand on aura passé à la validation. Un point qui suscite, il n'y a peut-être pas beaucoup de commerçants ici, mais qui suscite justement des remarques. Alors, mon collègue des Deux-Alpes est parti, je vais pouvoir dire du mal. Je suis allé l'autre jour aux Deux-Alpes et c'est vrai qu'ils n'ont pas mis en place de règlement local de publicité. Et c'est vrai qu'ils vont le faire parce qu'ils s'aperçoivent que des flammes, il y en a de partout, que c'est la foire d'Empogne. Et en fait, nous, on a décidé de le faire alors qu'il y a des stations, il y a déjà 20 ans qu'ils le font. Donc on avait commencé il y a déjà quelques années. Là, on est passé à un rythme un petit peu plus fort en tapant un petit peu plus du poing sur la table pour que ce soit respecté. Ce n'est pas toujours facile de faire respecter ce genre de statut, de pourquoi l'un a le droit parce qu'il avait l'antériorité, il existait déjà, pourquoi le nouveau ne peut pas faire exactement comme l'ancien. Enfin, il y a plein d'explications qui vont derrière tout ça. Et du coup, pour essayer d'avancer, on va refaire une réunion avec plein de commerçants pour avancer. Les commerçants sont toujours partants pour supprimer tout ce qui gêne dans l'annonce, les flammes, les oriflammes, les porte-menus dans les trottoirs. Tout le monde est d'accord. Après, quand on rentre un peu plus dans le vif du sujet, il y a celui qui s'est fait offrir un parasol tout jaune à image de Ice-T, par exemple. Je n'ai rien contre Ice-T, mais il n'y a quand même pas plus vilain que ça pour une station. On ne peut pas se permettre de laisser ça. Sauf que ça va loin, c'est qu'après, est-ce qu'on autorise à mettre le nom du commerce sur un parasol, est-ce qu'on peut mettre des trucs publicitaires? On sait qu'il y en a qui se font offrir des plages publicitaires. Donc bon, tout ça, ça doit être réglé. On va essayer de le faire, mais sachez que c'est un gros morceau et qu'on y travaille parce qu'on n'a pas envie, et les commerçants non plus, d'avoir quelque chose de pas très esthétique. Donc j'en ai parlé, on ne va pas le refaire.
On va avancer. Transition. Ici, vous avez 2 dossiers que vous connaissez. Un qui est pratiquement sorti de terre déjà, qui comporte 58 appartements, dont une grosse majorité en habitat saisonnier, permanent et social. Quelques lits, quelques appartements, bien sûr, sont vendus plein tarif pour des personnes qui viendraient en tant que résidents secondaires pour équilibrer un peu le budget sur les opérations. On ne peut pas tout faire au niveau social. 3 000 € le mètre carré à la revente, ce n'est pas possible, alors qu'on sait que la construction coûte entre 4 et 5 000. Donc, il nous faut paramétrer un peu le terrain pour faire en sorte qu'on puisse aligner des points positifs, des recettes et des dépenses qui soient équitables pour un investisseur. Ici, c'est Safilaf qui l'a fait avec SDH, le bailleur social, sur la droite, donc l'échappée. C'est en cours de construction. C'est une belle construction qui a été réalisée, qui sera opérationnelle en 2025. Sur la gauche, l'éclose, là, c'est plutôt 150 appartements dans la même logique, avec sur la partie basse ce que vous voyez au-dessus de la route des Passos, puisque l'accès se fait par la route des Passos. Il n'y a pas d'accès par l'éclose, je le rappelle, pour ceux qui habitent à l'éclose, qui pourraient avoir peur qu'on avait réfléchi, on l'avait abandonné. Donc l'accès par le bas se ferait par des bâtiments un peu plus conséquents, avec du logement social dans un premier temps. Et puis plus on monte et plus on a des gabarits qui sont le moins haut possible. Et ça, on espère pouvoir démarrer des travaux au printemps. Là aussi, on a suivi ce qu'avait fait la SATA en termes de dameuse, et tous les engins de délègement sont aussi passés en HVO. Et puis, d'ailleurs, même le garage SATA est déjà aussi en HVO. Et puis là, on a mis 3000, mais en fait, sur l'ensemble des 15 ans que l'on vient de passer, on est à peu près à 8000 arbres plantés. 3000, c'était l'année dernière. Cette année, on en a rajouté 500. Et donc, tous les points d'éclairage public qui sont progressivement mis en LED, ce qui évite de fermer complètement l'éclairage, comme c'était le cas pour faire des économies d'énergie. Donc là, aujourd'hui, on met du LED. Ça économise beaucoup d'énergie. Par contre, du coup, on peut le laisser éclairer toute la nuit pour les pompiers, pour les gendarmes, c'est super, pour pouvoir suivre un peu les sorties de boîtes de nuit un peu plus faciles. Puis d'autres, peut-être, pas interdit aussi de rentrer chez soi tard. Là, vous en avez vu, on vous a refait un graphe de tout ce qui est mis en place. On en a eu pas mal devant le palais cette année, de bandes de recharge électrique avec différentes puissances. C'est clair qu'il faut qu'on s'améliore encore dans les parkings souterrains. Il faut qu'on ait aussi cette possibilité. Mais le problème, c'est que, vous savez, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi d'un syndicat qui s'appelle TE38, qui gère l'électricité dans l'Isère. Et donc, sans leur budget, sans le fait de les faire adhérer au projet, eh bien, on ne peut pas le réaliser tout seul, même avec les meilleures volontés du monde. Bon, là, un petit clin d'œil, mais on en a déjà parlé pas mal. Beaucoup de récupération d'eau pluviale sur le centre équestre, granulés aussi. Isolation de tout le palais, on a mis quand même 8 millions sur le palais, mine de rien, juste pour économiser de l'énergie en termes d'isolation. On a refait toute la toiture de l'ensemble du palais. C'était quelque chose qui était vraiment nécessaire. Chauffage par sonde pour la maison de santé que vous avez vu aussi, sonde géothermique, des sondes qui sont plantées à 100 mètres de profond pour aller chercher la chaleur du sol. Donc une belle gestion de l'eau avec une délégation d'utilité publique de l'eau qui a été signée il y a 10 ans maintenant sur l'Alpe, et je vous disais qu'il y a vraiment un suivi qui est intéressant pour si tout le monde faisait comme nous. D'ailleurs, je vous fais juste un clin d'œil que j'avais déjà fait, mais je vous le redis quand même, je suis obligé. La neige de culture de toute la France, c'est 30 millions de mètres cubes. Pour info, l'agriculture de l'Isère, c'est 75 millions de mètres cubes. Et ça correspond, l'ensemble de la neige de toute la France, les 30 millions, à un peu plus d'une journée du débit de l'Isère. C'est tout. Voilà ce que consomme. Donc quand on entend dire que la neige de culture impacte l'eau, vous faites l'analyse comme moi. On est en train de lancer depuis 1 an une démarche qui avait été lancée avec un guide de haute montagne au niveau de la CEC. Et là, Audalis nous propose un accueil pour une nouvelle charte qui s'appelle la démarche Flocon Vert, que vous avez certainement dû voir, qui se base sur, bien sûr, la charte zéro décès, mais pas que.
c'est une prospective de comment on va faire pour adapter une station comme la nôtre au réchauffement climatique, comment on va s'adapter à court et à moyen terme. De toute façon, nous, un élu, il ne réfléchit pas à 6 mois ou à 1 an, il réfléchit à 20 ou 30 ans. C'est une obligation, sinon ce n'est pas la peine. Et ça fait partie de la réflexion qu'il faut qu'on ait tous bien en tête. Ça a été dit tout à l'heure, l'intérêt d'une station comme la nôtre, c'est l'osmose. L'osmose qu'il y a entre une mairie, un office du tourisme qui est un EPIC, une SATA qui est une SEM, une organisation pas forcément unique, mais qui aujourd'hui sert d'exemple à bien d'autres. Demandez à Tignes en ce moment. Faire un petit clin d'œil pour dire aussi que le déneigement, quand on dit on est mal déneigé, et surtout au mois de novembre, c'est normal parce qu'en novembre, on n'a pas lancé encore les machines, mais la semaine dernière, il y avait 30 engins qui circulaient. Le montant, c'est entre 1,6 million et 2 millions par an. Vous voyez, sur un budget de 28, ça fait déjà un impact qui est fort. Une obligation d'hébergement touristique, tout ce qu'on a pu faire ici, que ce soit le Phénix, la Belle Aurore, les Cimes, l'Escapade, tout, partout où on a pu, le Club Med, ici au Dalis, on a obligé les constructeurs, les investisseurs à revendre leur appartement avec une obligation de lit touristique pendant 30 ans. C'est important de le faire parce que comme on ne pourra plus, jusqu'à présent c'était la fuite en avant, on construisait des lits, il devenait froid, on en construisait d'autres chauds. Non, ça c'est fini maintenant, on ne peut plus en construire, donc il faut faire en sorte que nos lits ils restent chauds longtemps, et si en plus les lits, tous les propriétaires continuent d'être chauds comme en ce moment, eh bien on aura gagné, on aura une économie qui sera intéressante, et on le voit encore ces semaines-ci. Les hébergeurs doivent être ça vous concerne pour la plupart pas trop, mais c'est vrai que les hébergeurs, on les sollicite pour être partenaires des événements. On a besoin d'avoir un financement d'événements. On a des hébergeurs de plus en plus avec des grosses sociétés qui fait qu'ils sont moins touchés que par un hôtel familial comme peut être les Grandes Rousses ou autres. Donc on a besoin un peu à chaque fois de leur dire de venir nous aider. Et puis le fonctionnement des structures, eh bien, quand on a des recettes moins les dépenses, eh bien, piscine, patinoire et puis tout ce qui est fonctionnement de loisirs coûte à la collectivité. Quand on dit coûte, c'est façon de parler, hein, c'est bien sûr le coût de ces investissements est d'1,2 million par an. Quelques questions. Du coup, plutôt que d'avoir des questions en salle, on se les pose. Y aurait-il encore beaucoup de chantiers ? Ça, c'est ce que j'entends depuis déjà pas mal d'années. Donc, au début, je disais, oui, vous inquiétez pas, il y en a encore pour 15 ans. Puis après, je me suis aperçu qu'il fallait que j'arrête de le dire en rigolant parce que c'était quelquefois mal pris. Non, on a fait le plus gros des chantiers. Mais le plus gros des chantiers, aujourd'hui, ça reste tous les privés, tous ceux qui veulent, et on a des dépôts de permis tous les jours, de ceux qui veulent agrandir leurs bâtiments, surélever, faire des travaux, relooker, rénover. Et ça, c'est ce qui nous reste à faire pour l'ensemble de la station. Nous, quand on aura fait l'héberger, l'avenue des Jeux, et puis tout à l'heure, on disait pour la SATA, les garages à l'Altiport, côté commune, on aura fait le job. On fera peut-être à la place de nos garages une entité garage mairie lorsqu'on se sera transformé, donc c'est pas avant 5, 6 ou 7 ans, eh bien, des appartements pour des saisonniers. Mais pour l'instant, on en est là. Donc, oui, il y aura encore quelques travaux tout de même. Et je dirais que, heureusement, parce qu'une station qui n'a pas de travaux, c'est quand même une station qui se meurt. Je vous ai parlé de l'eau, ce n'est pas la peine d'y revenir. On a économisé 350 000 m3 d'eau. Quand on a dit ça, on a tout dit. Donc, par rapport à ce qui était consommé avant, et donc on est ravis. La neige, il y a moins de neige. Le budget augmente quand même. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ce qui coûte cher, ce n'est pas le déneigement, ce n'est pas l'heure de déneigement, c'est l'heure d'astreinte où en fait l'appareil et le chauffeur attendent jour et nuit pour qu'on sonne, pour pouvoir lui dire « Allez, hop, il faut y aller demain à 3 heures. » Là, cette nuit, par exemple, ce soir, le responsable va leur dire « Demain à 4 heures, tout le monde sur le pont. » Alors, est-ce qu'il y aura 27 machines ? Est-ce qu'il y en aura 22 ? Est-ce qu'il y en aura 26 ? Ça dépend un peu de l'engagement. Mais en tout cas, il faut avoir des personnes disponibles.
du 1er décembre à fin avril, parce qu'avant le 1er décembre, les engins ils sont sur les chantiers, ils ne sont pas chaînés. Donc quand au mois de novembre, eh bien, on nous dit vous êtes mal déneigé, oui c'est vrai, mais on le fait avec nos engins à nous, et puis on le fait aussi quand la personne qui gère le déneigement, la société, accepte de nous mettre quand même quelques engins qui seraient disponibles pendant ces périodes-là. Pourquoi faire des parkings en station? On le dit souvent, parce qu'on aura demain une télécabine qui partira de Bourg, on aura certainement un grand parking à Bourg, on aura un parking à la Patte-Bois qui devrait être fini en 2025. Oui, mais malgré tout, vous le voyez cette semaine, si on veut demain avoir un esthétique de la ville sympa et qui soit représentatif de la qualité que l'on cherche, eh bien, il faut que les voitures soient en souterrain, il faut que les personnes puissent aller en télécabine d'une zone à une autre, il faut qu'ils puissent laisser leur voiture en souterrain et ils n'ont pas besoin de la retoucher de la semaine. Et là, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Cette semaine, malgré le fait qu'il y avait des voitures partout dans l'Alpe, on avait encore 200 places de parking couverts à Odalis parce qu'on n'a pas obligé les gens à y aller. On n'a pas mis de PV, ceux qui étaient trop mal garés, mais on leur a signalé qu'il y avait de la place, sauf qu'il faut payer. Du coup, on a un peu moins et on n'a pas pu remplir complètement ce parking-là. Les autres étaient tous pleins. Temps d'attente, Fabrice y a répondu. À partir du moment où il y a l'appli et qu'elle va bien fonctionner, ça sera plus pratique. Le lac Besson, on a acheté le lac Besson. Pourquoi ? D'abord, la mairie a acheté les murs et la SATA a racheté le fond, pour pouvoir l'utiliser l'été, pour pouvoir surtout cet été éliminer toutes les voitures qui montent aujourd'hui au lac, mettre en place un système de navettes pour faire en sorte d'éviter que tout le monde monte là-haut, y compris des camping-cars qui ne connaissent rien à la montagne, qui n'ont aucun respect de la montagne et qui vont laisser plein de trucs dans la nature. On veut éviter ça, on veut pouvoir gérer mieux que ça cette montée là-haut. En plus, côté SATA, il y a une volonté de faire des jeux, de faire plein d'animations sur le terrain là-haut pour faire en sorte que ce restaurant ne soit pas une entrave au travail que l'on veut faire dans la protection de la nature sur cet espace. La station est-elle dimensionnée pour la semaine du jour de l'an ? Si on était dimensionné, ça voudrait dire que toute l'année, on est surdimensionné. Donc, bien sûr que non, on n'était pas dimensionné et on n'est pas dimensionné pour cette semaine-là. Pourquoi ? Parce que toute la France est en vacances, tout le monde était là, tous les propriétaires sont là et ce n'est pas un reproche, vous faites bien tous comme vous pouvez. Simplement, on n'est pas dimensionné pour cette semaine. Il faut en être conscient. Et on ne le sera peut-être jamais. Si demain on fait 800 places là-bas, on verra, ce sera peut-être plus facile. Mais en tout cas, on n'est pas dimensionné pour, il faut en être conscient. Donc si on avait eu de la neige, demain on a de la neige, je verrai, ça sera compliqué. Donc on n'est pas dimensionné pour, mais on est dimensionné largement pour tout le reste, malheureusement, de l'année et de la saison. Donc ça, je voulais simplement faire ce petit clin d'œil. Voilà, on a fini ici. Je voulais simplement, en fin de cette... Puisqu'après, on va se retrouver au bar pour boire un verre, parce qu'on a tous très soif. Juste faire une petite parenthèse. Lors de la dernière Assemblée générale de la PACE, j'ai eu une remarque de quelqu'un sur le fait d'une délibération que nous avons prise au niveau du conseil municipal qui concerne un problème où le maire est mis au tribunal correctionnel l'année prochaine pour un appel d'offres qui a eu lieu en 2021. Donc j'ai répondu à cette personne, mais du coup je me dis qu'il faut aujourd'hui vous en dire un mot à vous. J'ai demandé au conseil municipal de prendre cette délibération et d'accepter de prendre la défense fonctionnelle, financière et juridique du maire par rapport à cette affaire. Cette affaire, à l'heure d'aujourd'hui, concerne un appel d'offres pour l'île aux loisirs, pour ceux qui connaissent les paddles qui sont là-bas, pour les paddles pour un montant de 500 000 €. Comme je suis tout à fait transparent, j'ai préféré que la commune prenne cette délibération, qui a été votée d'ailleurs, personne ne s'est opposé en tout cas, et qui nous permet de dire que demain, on va attendre le dossier,
On en parlera certainement dans la presse à un moment, puisque là-dessus, c'est toujours possible. Mais en tout cas, on apportera des réponses à tout ça. On a préféré anticiper pour être très clair et très transparent, comme on a d'ailleurs toujours été avec l'ensemble des personnes qui sont là et qui, pour la plupart, je l'ai dit l'autre jour à la Pâche, me connaissent et ils savent à quel point je peux être intègre et tranquille sur ce côté-là. Voilà. Sans plomber la soirée, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année, de boire un verre avec nous tous. On est prêts là-bas. Vous avez des questions, vous venez nous voir. On est là pour y répondre et on est là pour y répondre ce soir, mais tout au long de l'année, comme on le fait traditionnellement à chaque fois que vous nous interpellez. Bonne soirée et bon apéro.